Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle table ronde organisée par Zoomavest en ce début d'année. Évidemment, on enfonce une porte ouverte, je peux encore, on est au mois de janvier et malgré le début d'année un peu particulier dans un contexte qu'on trouve un peu malléable dans un sens comme dans un autre, je vous souhaite quand même tous mes meilleurs vœux pour 2022. Évidemment, santé, bonheur, réussite dans les affaires et évidemment de belles tables rondes tout au long de cette année. Pour bien commencer, évidemment, table ronde de janvier implique bilan, perspective et à la fois avec des spécialistes de la gestion financière mais également de l'asset management immobilier sous forme de deux tables rondes de 30 minutes que je vais avoir le plaisir d'animer. Je suis moi-même Stéphane Van Nuffel, conseiller en investissement financier et CGP, donc je le répète à chaque fois, j'ai autant que vous envie d'entendre mes invités et je vais leur laisser un maximum de paroles. Allez, on part pour la première table ronde, bilan et surtout perspective macro et marché 2022 avec Matthew Morgan qui est investissement directeur chez Jupiter AM, Shagir Manji, qui est gérant de portefeuille chez Taylor AM, et Gilles Etcheberry-Garay, qui est directeur général d'Invest AM. Messieurs, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, hein. Très bien. Bonjour Stéphane. Bien. Ils sont Bonjour. concentrés, ils sont sages, ils ont pris de bonnes résolutions pour 2022, je le sens bien. Alors messieurs, je ne vais pas m'étendre, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à vous faire dire, mais tout d'abord, on est en rentrée oblige, vous le savez, et faisons comme chaque fois un rapide bilan de l'année qui s'est écoulée. Et surtout, j'aimerais votre vision sur les points importants à retenir de 2021. Est-ce qu'il y a eu des surprises, des bonnes, des mauvaises? Est-ce qu'il finalement vous avez eu parfois raison, parfois tort? Quelles sont les grandes tendances qui pourraient avoir marqué cette année? Mathieu, je te laisse commencer. Qu'est-ce que tu retiendrais de cette année 2021? Merci Stéphane et Happy New Year de Londres à tous. Donc en 2021, nous avons pu, je dirais, observer une série de séquences très très intéressantes sur le marché obligataire. D'abord, une forte conviction au début de 2021 sur ce fameux reflation trade. Tout le monde s'attendait à ce que les taux montent jusqu'au ciel. Deuxièmement, pendant l'été, il s'agissait de la désinflation, une chute des taux. Et ensuite, dans l'automne, les taux court terme remontaient, mais en même temps, les taux longs shootaient, ce qu'on appelle l'aplatissement des courbes. Et enfin, au mois de décembre et début janvier, ces dernières semaines ont été déjà assez volatiles. Nous avons eu peut-être un retour à la case de départ, peut-être. Donc, c'est-à-dire de nouveau le scénario de la réflation avec des taux qui prennent déjà l'ascenseur en 2022. Je dirais aussi que pour faire simple, en 2021, si vous étiez investi dans les secteurs les moins risqués, dans l'obligataire, c'est-à-dire les bons de trésor, l'investment grade, vous avez perdu de l'argent. Et c'est quelque chose de très important à retenir. Mais par exemple, par contre, si vous étiez investi dans la high yield, surtout aux US, vous avez gagné 5% en 2021. Donc, c'était vraiment une année d'extrême. Le bilan, pour moi, ce que je retiens derrière tout ça, c'est peut-être qu'il faut savoir toujours prendre du recul sur ces marchés. Les annonces que nous voyons de temps en temps des banques centrales sont un indicateur pour moi qui se sont révélés peu fiables. Et même, je dirais que souvent, ce sont les marchés qui dirigent la politique des banques centrales et non l'inverse. Et enfin, dernière leçon, c'est peut-être que les marchés ont tendance à réagir excessivement, surtout à court terme. Par exemple, en septembre 2021, donc il y a que 4 mois, les marchés obligataires intégraient une seule hausse des taux aux États-Unis, soit 0,25%. Aujourd'hui, actuellement, ils en intègrent 4, soit 1% de hausse d'ici un an. Donc c'est un change assez violent. Et cette violence des marchés montre qu'il nous faut toujours analyser les moteurs structurels plutôt à long terme. Refuser donc d'osciller au gré du vent. Et donc, c'était une année qui a encore démontré l'importance des portefeuilles qui savent peut-être supporter la volatilité à court terme pour pouvoir ou savoir focaliser sur la destination plutôt à long terme. On- Merci Mathieu, on revient toujours sur la notion d'un pilotage qui se personnalise, qui a besoin parfois d'être plutôt sur des petits véhicules. Gilles, tu partages cet avis? Quels sont les points que tu as retenus de 2021 et qu'est-ce que tu en ferais comme analyse? Alors, deux points sur 21 et un petit commentaire sur Matthews. Le point 21, c'est que, un, ben, l'inflation, on s'y attendait, mais elle a surpris
un peu plus à la hausse que ce qu'on attendait, puisqu'il y a une conjonction d'inflation tirée par la demande, les plans de relance, mais aussi une inflation tirée par l'offre avec les suites de Covid et l'interruption de la production pendant un an. Donc ça, c'est quelque chose de compliqué à gérer, qui se poursuit en 2022. L'autre surprise, ça a été la poursuite, de la durée qu'a pris le YOLO Investing, You Only Live Once, Elonomics, donc Tesla, Bitcoin et tout. Je pensais que l'année 2021 marquerait la fin de tout ça. Bon, une partie a eu des difficiles, tout ce qui est technologie non rentable, Peloton, Zoom, ainsi de suite, a perdu 50% de sa valeur en 2021, mais il y a certains aspects, donc Tesla, les bitcoins Co, qui ont poursuivi, même si la fin de l'année a été plus compliquée pour eux, n'ont pas eu la fin que j'attendais. Dernier point concernant les taux, si en mars, on achetait des bons du trésor américain, entre le dollar, qui a été la bonne surprise pour nous de 2021, et la baisse des taux, on avait une excellente année sur l'obligataire d'État. C'était juste une question de bon timing. Ok, tu penses que c'était une surprise, enfin, tu parlais des valeurs alors qui ont quand même eu très, très à la mode l'année dernière, type Zoom, etc., etc. Tu penses que c'était une correction par rapport à une année 2020 trop explosive ou c'est une remise en question peut-être de certains modèles? Si tu as 30 secondes pour nous donner ton avis là-dessus. Tout à fait. Il y avait des excès de valorisation. On avait dans ces valeurs, c'est très clair, on le disait. Et après, je dirais, Zoom va probablement exister dans quelques années, mais ils étaient à 70 de PE, c'est pas tenable. Donc, ou 100 Ouais, de c'était PE, trop. voilà. Ok. Les valeurs, il n'y a pas de mauvaise compagnie, il n'y a que des mauvais prix. Et en l'occurrence, il y avait des mauvais prix sur ces compagnies-là. Il y a a priori des mauvais prix sur d'autres compagnies, Tesla ou Bitcoin, mais ça s'est pas encore réalisé, je dirais. Mais on a eu un début de Ok. réalisation de ce problème, et la pression sur les taux aide à le réaliser. D'accord, donc on revient à quelque chose d'un peu plus cohérent et peut-être on s'est moins enflammé par rapport à toutes ces valeurs-là. Chaguir, est-ce que tu as un avis différent ou est-ce que finalement tu vas dans le sens de tes camarades et que tu vas ajouter quelque chose de particulier qui t'a marqué toi? Oui, bonjour. Alors, sur 2021, pour ma part, je dirais qu'il y a trois faits marquants, une bonne surprise et deux mauvaises. La bonne surprise pour moi, c'est surtout sur le plan de la croissance économique. En début d'année 2021, on attendait de l'ordre de 4% de croissance aux US. Il en est ressorti 5,6, donc nettement mieux que ce qui était attendu. Et pareil sur l'Union européenne, on avait 4,6 attendu et on a eu 5,1 de croissance. Donc mieux également sur le plan de la croissance, mais dans une moindre mesure par rapport aux États-Unis. Et les déceptions sur l'Union européenne en 2021 en termes de croissance, c'est surtout l'Allemagne. On attendait 4%, finalement ils font 2,7 avec toutes ces problématiques liées aux, importations, enfin aux biens et au goulot d'étranglement. Et puis en Espagne aussi, une certaine déception, on attendait 6,2, on a eu 4,5. Donc ça, c'est la bonne surprise en termes de croissance économique en 2021. La mauvaise surprise, évidemment, c'est l'inflation, les prix à la consommation. On s'est tous largement trompés. Aux US, on attendait en début d'année 2%, on a 4,7%. En Europe, on attendait 0,9, on a 2,6, donc très au-dessus de ce qui était attendu. C'est vraiment la surprise principale, je dirais, de 2021, l'inflation. Et la troisième mauvaise surprise, je dirais, le troisième fait, c'est la déception sur la croissance chinoise, à la fois en termes économiques et en termes de marché. En termes de marché liés à la reprise en main par les autorités sur certains secteurs. Donc une grande déception, je dirais, globalement sur la Chine et les émergents en 2021. Très bien. Donc, messieurs, donc 2021 est achevé. Vive 2022. On se dit ça. Quelles sont maintenant les principales perspectives de marché que vous analysez, que vous surveillez? Évidemment, ça peut être par trimestre ou pour carrément l'année entière parce que vous voyez arriver un vrai gros mouvement. Et surtout, comment ça se traduit dans vos convictions et dans vos stratégies de gestion? Gilles, par exemple, est-ce que tu veux commencer? Oui, tout à fait. Alors, on parlait beaucoup d'inflation et une des corollaires, c'est que c'est la situation inextricable dans laquelle se trouve la Fed. On appelait ça catch-22 pour reprendre l'expression américaine. La Fed a pris du retard pour moi en 2021. Elle aurait dû être plus agressive. Elle a privilégié les aspects politiques et le soutien du marché.
Maintenant, elle doit vivre avec, et donc on se trouve dans une situation où on est depuis le début de l'année, avec une remontée des taux, une pression de hausse, 5 hausses maintenant quasiment anticipées par le marché. Donc nous, on a par rapport à ça une approche assez, je dirais, bicéphale. D'un côté, on pense que la Fed va monter moins, que l'inflation va baisser en 2022, il y aura un ralentissement naturel, donc l'inflation, ces pressions vont diminuer. Donc les pressions sur la Fed vont diminuer, donc on reste acheteur, on souffre un peu sur cette partie-là de taux américain, mais on reste acheteur. En revanche, on se positionnait sur ce qui nous paraît le pari, et j'en ai souvent parlé ici ensemble, c'est l'énergie. J'ai souvent dit que l'énergie avait été sous-investie, que ça reste un potentiel très fort. On a des problèmes géopolitiques en Ukraine, il ne faut pas l'oublier. Là, d'ici 1 ou 2 mois, on peut avoir une situation qui peut dégénérer, donc qui pèsera aussi sur les prix de l'énergie en Europe, parce qu'un des facteurs d'inflation en Europe, ça a été avant tout le prix de l'énergie. Donc, on a un positionnement sur l'énergie, le facteur le plus inflationniste, mais on a un positionnement décorrélant et à mon sens qui va être payant dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, par rapport à une baisse des anticipations d'inflation et une baisse de la pression sur le 10 ans américain. De toute façon, quand on voit que le 10 ans américain arrive au 1,75 et 2%, le marché commence à souffrir. Le marché des valeurs de croissance souffre énormément. Donc, pour nous, c'est une position qui a un intérêt en plus de décorrélation, puisqu'on construit des portefeuilles. Hein. On n'achète pas des choses uniquement qui montent. On achète des choses qui montent fort, l'énergie, et des choses qui décorrèlent, comme les taux. C'est important. Dernier point, j'ai fait une allusion tout à l'heure, c'est le King Dollar, le roi dollar de 2021. On commence à voir la fin pour nous et on est en train d'amorcer une bascule vers les émergents. Les émergents, on parle de la Chine. Je pense que la Chine a un vrai problème, un énorme problème. C'est la fin du modèle chinois. On en reparlera parce que c'est pour les 5 ans qui viennent. Mais cette année, ils vont faire de la relance. Il y a le 20e congrès. Xi Jinping va pour la première fois avoir 3 mandats depuis Mao. Donc, c'est très important d'avoir une année réussie. Donc, on va avoir a priori une bonne année en Chine. Je pense à la dernière bonne année avant quelques années, comme au Japon en 89. Mais donc, on est positionné sur l'Internet chinois. L'Internet chinois, par exemple, a perdu 66% de sa valeur. C'est quelque chose qu'on a acheté parce qu'on pense que ça va être le représentatif d'une bonne année en Chine. Donc, et donc, la fin du roi dollar cette année, un moment où la Fed va pivoter. Et donc là, c'est des émergents qui ont été massacrés depuis quelques années, que ce soit en taux de devise après les élections brésiliennes et en actions, qui seront l'investissement dans lequel on va s'orienter, je pense, sur la deuxième partie de l'année. Les inquiétudes dernièrement sur le rejet d'une partie de la politique de Biden ou l'arrivée des élections présidentielles en France, c'est un sujet pour toi ou pas du tout? Alors, les présidentielles, pas vraiment, parce qu'il n'y a pas de candidat totalement Frexit et sorti de l'euro, donc ça enlève des conditions sur des positions économiques. Les élections au mid-term sont probablement au second semestre, donc en novembre aux États-Unis, sont probablement un des événements politiques les plus importants de l'année. Parce que Évidemment. s'il y a un congrès républicain, majoritairement républicain, ça veut dire qu'il n'y aura plus d'armes budgétaires disponibles aux États-Unis. Ça veut dire que la conjoncture américaine risque d'être plus fragile en cas de souci, puisqu'il n'y aura plus que l'arme. On retrouvera ce qu'on avait en 2018-2019, où il n'y avait plus que l'arme monétaire. Et c'est pour ça que le risque de pivot de la Fed augmente s'il y a un souci dans l'économie américaine. Donc voilà, donc c'est ça pour nous l'élection la plus importante, mais on peut citer aussi l'Italie dans quelques semaines et le Brésil, parce que les actifs brésiliens sont parmi les moins chers de la planète. On s'est positionné sur le Real, qui est au plus bas depuis 10 ans, avec 6%, et les élections sera un catalyseur qui pourrait nous permettre de gagner de l'argent sur cette position. Donc il y a encore un œil sur la géopolitique tout de même. C'est pas que les matières premières et les semi-conducteurs et l'énergie qui peuvent être des inquiétudes. J'ai bien compris. Chaguir, est-ce que tu peux nous donner ta vision? Merci beaucoup Gilles pour cet éclaircissement. Chaguir, quelle est ta vision globale des perspectives et comment tu vas adapter ton quotidien à tout ça pour aller chercher un maximum de performance ou de sécurité d'ailleurs pour faire un bon ratio? Oui, alors je dirais 2 remarques au préalable sur 2022. Tout d'abord, que les valorisations sur les marchés européens, on aborde 2022 avec des valorisations sur les marchés européens. Là, je parle des indices et non pas des catégories de secteurs ou de valeurs. On aborde ce début d'année avec des valorisations qui me semblent être raisonnables. Tout le long de l'année, les marchés ont monté, mais les bénéfices ont beaucoup monté également. Et donc, on a finalement des marchés européens qui, si on se projette sur fin 2022 aujourd'hui, avec la progression des résultats attendus, on a des PER aux alentours de 15, ce qui n'est pas excessif, je dirais, au regard des taux d'intérêt et par rapport à la moyenne que nous avions avant la crise du Covid.
les 3 dernières années avant la crise du Covid. Donc ça, c'est un élément important. Évidemment, c'est beaucoup moins vrai pour le Nasdaq, mais sur les marchés européens qui ont un caractère un peu plus cyclique, ce sont des marchés qu'on aborde avec un début d'année plutôt raisonnable en termes de valorisation. Le deuxième point, c'est que la croissance économique, évidemment, elle va ralentir en 2021, mais il ne faut pas oublier qu'elle restera toujours supérieure à la croissance potentielle. Ça, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Europe, et c'est dû largement à 2 facteurs. Le premier, c'est que nous avons un taux d'épargne relativement élevé encore. Le taux d'épargne sur les ménages américains et les ménages européens est assez élevé, et ça assure finalement une inertie de cette reprise, malgré les facteurs inflationnistes, à mon sens. Et puis, il me semble également que le cycle d'investissement des entreprises est assez robuste. Il y a toute cette transition énergétique, etc. Donc, il y a un cycle d'investissement également. Et ces 2 facteurs font que finalement, on a une inertie sur la croissance qui nous donne encore une bonne visibilité en 2022, encore une fois, en ralentissement par rapport à 2021, mais à un niveau tout à fait convenable. Donc, clairement, pour moi, clairement, si vous voulez, l'inflation sera le grand arbitre des marchés en 2022. Et là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une inflation cyclique donc cyclique, c'est quoi? C'est la normalisation de l'économie, les restrictions sanitaires, les pénuries de biens, etc. Toute cette partie de l'inflation, à mon sens, va se résorber progressivement sur les prochains mois. En revanche, il y a une inflation, je dirais, due à des facteurs plus structurels, liés essentiellement à la transition énergétique. Donc là, on voit bien, le prix du pétrole est à plus de $90, pour des raisons peut-être plus conjoncturelles, mais également largement des raisons plus structurelles, tout simplement parce qu'on a sous-investi dans les énergies fossiles ces dernières années. Donc cette partie de l'inflation structurelle va persister, va perdurer au-delà de 2022, et c'est cette problématique-là qui va nous amener à un point d'équilibre sur les taux d'intérêt. Et là, je dirais que la Fed va ajuster évidemment ses taux, et la Fed a 2 leviers. Soit elle utilise le levier des taux, bien entendu elle va l'utiliser dans un premier temps, mais à mon avis la hausse des taux va être beaucoup plus limitée, car aujourd'hui il y a une sensibilité de l'économie à la hausse des taux qui est très élevée. C'est essentiellement largement dû à un niveau d'endettement public et privé au niveau mondial qui est très élevé. Donc on ne pourra pas aller très très loin sur la hausse des taux. À mon avis, la Fed va toujours mettre en priorité la croissance économique. Donc à mon avis, elle n'ira pas très très loin sur la hausse des taux. Et ce n'est pas la hausse des taux qui m'inquiète, je dirais, surtout je dirais, d'une façon prépondérante sur les marchés. Mais à mon avis, le deuxième levier, c'est la réduction du bilan de la Fed. Et il faudra regarder l'arbitrage de la Fed entre la réduction du bilan et la hausse des taux. Et à mon sens, la réduction du bilan de la Fed, ça sera vraiment, je dirais, l'élément déterminant pour les marchés. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a grosso modo un total de bilan de 9 000 milliards au niveau de la Fed. Si on réduit de 20%, 1 800 milliards, imaginons qu'on le fasse sur 12 mois, c'est 150 milliards par mois. Donc pour moi, évidemment, ce qui va être déterminant pour les marchés, c'est la réduction du bilan de la Fed. Je suis beaucoup moins inquiet de la hausse des taux, et on voit actuellement un aplatissement de la courbe des taux qui nous annoncerait normalement même un ralentissement de l'économie à l'horizon 2023. Merci beaucoup, Chaguir. Mathieu, là on a des visions pas très différentes, mais on a des visions assez complètes finalement sur déjà pas mal d'éléments à surveiller. Bon, alors évidemment, ce sont les hommes de l'art que vous êtes qui le font pour nous. Comment tu vois tout ça, toi, ta perspective de 2022? Enfin, je vais pas changer de plan de mes collègues parce que je vais également évoquer cette inflation parce qu'évidemment la grande question de 2022 c'est quid de l'inflation et c'était une inflation qui a été beaucoup plus persistante l'an dernier que nous l'avions prévu. Et c'était une erreur, disons, qui était partagée par la plupart de nos collègues et d'autres investisseurs, comme évoqué Chaguir au début. Mais cependant, cette persistance ne change pas le fond du problème, parce que nous sommes toujours convaincus qu'il s'agit d'une inflation de l'offre et non de la demande. Et donc, c'est une inflation qui ne va pas durer trop longtemps. C'est une inflation qui reste toujours provoquée par les perturbations à cause de la pandémie. Soit les usines malaisiennes qui n'ont rouvert qu'en novembre, qui
ont donc empêché le producteur de semi-conducteurs de rouvrir à Taïwan, ce qui a donc ralenti la production des voitures au Michigan, en France, etc. Soit ces longues files d'attente au port aux États-Unis, soit les salariés qui n'ont pas repris le travail à cause de la fermeture sporadique des écoles à cause des variantes différentes au Covid, et la manque qui s'ensuit de garde d'enfants. Tous ces problèmes sont, pour moi, intrinsèquement temporaires. Et l'inflation va diminuer au cours de 2022, surtout pendant la deuxième partie de l'année. Euh, pour l'instant, sur le plan croissance, la croissance des pays développés reste assez solide, je dirais, mais elle va aussi diminuer pendant l'été, pendant la deuxième partie de 2022. C'est une croissance qui a été soutenue par une période extraordinaire de consommation de biens durables, c'est-à-dire les produits blancs, les voitures, l'immobilier, etc. Et cette vague de consommation, pour moi, est largement épuisée. Deuxièmement, cette croissance a été soutenue par un niveau assez faible des stocks industriels, et ce sont des stocks qui vont bientôt se voir comblés. Deuxième point sur la croissance, c'est nous allons voir en 2022 une diminution importante de soutien sur le plan fiscal après 2 années records en 2020 et 2021, et cette diminution va également traîner sur la croissance. Et final point sur la croissance, c'est durant ces 12 derniers mois, comme évoqué Gilles un peu, nous avons pu observer un bouleversement de politique en Chine, excusez-moi. Nous avons vu des mesures musclées pour réprimer des excès dans la société, soit dans l'immobilier, où ils ont asséché les liquidités, et l'immobilier chinois a perdu la moitié de son valeur dans les derniers 6 mois. Ils ont également intervenu dans les entreprises de technologie, dans les jeux à Macao, etc. Et la conclusion importante, c'est que la Chine va tolérer un niveau de croissance réduit pour l'instant, pour quelques années encore, qui va provoquer une diminution de croissance mondiale. Donc, en conclusion, nous prévoyons un ralentissement éventuel de la croissance et de l'inflation, et en même temps, les banques centrales sont sous une pression énorme de changer de politique afin de réprimer l'inflation. Et comme je disais auparavant, ils intègrent déjà 4 hausses des taux aux US. Et c'est le niveau de hausse des taux que l'économie mondiale ne peut supporter. Et donc, la conclusion pour nos portefeuilles, c'est comme toujours, focaliser sur la gestion active. Nous trouvons toujours des opportunités intéressantes dans les marchés de crédit, mais il faut être très sélectif. Nous privilégions les secteurs conservateurs, ce que nous appelons les situations spéciales. Nous avons toujours une exposition importante au high yield, mais c'est penché toujours au secteur conservateur. Et nous avons également une préférence de continuer à investir dans la duration. La duration de la stratégie est actuellement à 5 ans, parce que cette duration nous permet d'avoir une surpondérance au high yield, mais également elle protège le portefeuille contre les périodes de volatilité que nous attendons en 2022. Super, merci beaucoup Mathieu. Justement, pour finir, reparlons justement de votre offre et de la façon dont vous allez calibrer, recalibrer, présenter finalement des allocations différentes dans les fonds que vous gérez. Peut-être que vous avez des fonds à lancer. Qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui chez vous? Qu'est-ce qu'on doit privilégier pour faire une belle allocation client pour 2022? Qui veut commencer? Allez, Shagir, je te fais commencer. Oui, alors et clairement, l'année 2022 va être beaucoup, beaucoup plus compliquée. À mon sens, c'est une année où, à un moment donné, on va basculer de cette première période de la partie de l'année où on est inquiet sur l'inflation, on va basculer sur une inquiétude sur la croissance. Donc, c'est ça un petit peu la rupture. Je ne peux pas dire à quel moment on va basculer de l'inquiétude de l'inflation vers l'inquiétude de la croissance, mais c'est ça qu'il faudra surveiller. Et bien entendu, ça va complètement changer la nature de nos investissements. Pour le moment, en début d'année, on essaie d'être sur des actifs qui peuvent profiter de la remontée des taux. Mais dans un deuxième temps, encore une fois, je pense qu'on sera beaucoup plus soucieux du ralentissement de l'économie américaine au voisinage de 2023. Donc ça va être une année, je dirais, un peu de rupture, mais encore une fois, difficile à dater à quel moment ça va se produire. Donc nous, on met en avant vraiment des fonds flexibles diversifiés qui permettent de s'adapter à cet environnement
qui va être très très changeant à un moment donné, hein. Donc, on met en avant nos deux fonds diversifiés, à savoir Taylor Allocation Réactif, qui est un fonds d'ici 4, dont la volatilité 3 ans est inférieure à 10 et dont la performance en 2021 était de 13,62 sur la part institutionnelle, et Taylor Allocation Défensif, qui est un fonds d'ici 3, avec une volatilité inférieure à 5 et dont la performance était de 5,39% l'année dernière. Donc, flexibilité, parce qu'il y aura ce basculement entre l'inquiétude sur l'inflation passant sur l'inquiétude sur la croissance US. Ce que tu expliquais très bien pour que la rupture ne soit pas violente. Super, merci beaucoup Shagir. Mathieu, ton conseil chez Jupiter, Oui. si tu dois en donner un ou deux. Merci Stéphane. Un seul aujourd'hui pour garder du Très temps. bien, Mais enfin, parfait. pour moi, Oui. je dirais que la volatilité des actifs risqués, ça, il n'y a rien de nouveau. Mais aujourd'hui, l'instabilité des taux et des actifs refuges pose encore un problème pour des portefeuilles. Notre solution, c'est évidemment Jupiter Dynamic Bond, qui est une stratégie, comme je parlais auparavant, qui est cette stratégie barbell, c'est-à-dire que nous avons toujours une surexposition au high yield, qui nous donne un rendement intéressant, un rendement actuel de 3,5 pour 50%, mais avec, grâce à son surexposition au high yield, mais également beaucoup d'investissements défensifs dans les bons de trésor, etc. C'est une stratégie qui sait investir sur toute la gamme de l'obligataire et donc qui peut naviguer sur des marchés et des époques, des situations différentes. Elle a rendu 4% annualisé sur les dernières 3 ans, 5%, juste en dessus de 5% sur une décennie depuis son inception, première sur 32 dans sa catégorie. L'important, c'est qu'elle a une volatilité à long terme à 3,50%. Et donc, Ah c'est oui. une volatilité surtout s'est révélée dans les périodes de crise. Elle a tendance à performer dans les périodes de perte d'autres actifs. Donc, elle diversifie les portefeuilles de nos clients. Elle a une notation investment grade SRI 3. Et finalement, c'est un bon complément à vos fonds euros. C'est un très bon équilibre volatilité rendement. Très bien, merci Mathieu. Gilles, pour finir, bon, on rappelle que c'est une gamme de fonds avec des profils différents. Est-ce qu'ils vont aller en 2022? Oui, J'imagine que alors nous oui. avons la joie et le plaisir de voir que Capalis a Ah, donné 5 étoiles à chacun de nos composants de notre gamme. Donc, que ce soit patrimoine et série bravo. 3, équilibre et série 4 et croissance et série 5. Mais je rejoins, ça va être une année avec un pivot, je dirais avec le retour vers les émergents des parties de l'année. Mais à court terme, je pense qu'on a mangé notre pain noir ou on est en train de manger notre pain noir sur l'obligataire. Il y a des choses, on peut gagner un peu d'argent dessus, même pas mal. Donc c'est plutôt le patrimoine et série 3 et équilibre et série 4 qu'on privilégie maintenant, après la correction qu'on a eue, parce que effectivement, on a des points d'entrée assez intéressants sur cette partie-là. Donc voilà, et croissance plutôt dans la deuxième partie de l'année. Ok, ces points d'entrée, tu peux juste nous les rappeler? C'est quel type de point d'entrée qu'on puisse mieux Non, je comprendre? dirais que Et là, que- l'obligataire américain, on a un 88. Tout à l'heure, on disait qu'il y a un moment, aujourd'hui, on a une crainte sur l'inflation très nette. On Ok, va basculer ouais. dans une crainte plutôt sur la croissance. Ça a changé complètement la dynamique du marché, ce que disait tout à l'heure Chagir. On va avoir aussi un pivot du dollar vers les émergents. On va avoir pas mal de choses dans la deuxième partie de l'année. Mais aujourd'hui, après avoir corrigé, souffert un peu, même si la baisse est limitée, on est à moins d'1% sur patrimoine. Voilà, on a un potentiel assez fort, à mon sens, sur le 10 ans américain à 1,88 ce matin. Si on revient à 50, ça fait tout de suite une appréciation assez significative de performance dans les portefeuilles. Je comprends. Messieurs, il reste une minute. Une fois n'est pas coutume, on a été très efficace. Un mot pour définir l'année 2022. Gilles, un mot pour 2022 qui te vient à l'esprit Pivot, spontanément. pivot, Pivot. pivot, inflation, Pivot. croissance, Fed agressive, Fed moins agressive. Shagir. Une année de rupture, effectivement, une période, comme l'a dit tout à l'heure Gilles, hein, une période de rupture avec une Fed agressive dans un premier temps et puis une Fed qui deviendra beaucoup moins agressive parce que la croissance deviendra une problématique de nouveau de premier plan, quoi. Mathieu.
Oui, pour moi, il va y avoir encore des vagues dans les marchés, des réactions excessives des investisseurs. Et donc, pour nous, il faut rester à diversifier et savoir s'adapter, mais jamais perdre le sens de la destination finale. Vous avez été parfait. Il est 10h30 pile, messieurs. Je crois que c'est la première fois qu'on arrive à finir à 10h30 pile. Je vous remercie pour l'ensemble de vos conseils, convictions et apports techniques qui étaient pour autant très clairs. C'était très intéressant et c'est passé encore extrêmement vite. Merci beaucoup. Je rappelle évidemment que toutes les équipes commerciales, sales et vous-même sommes à la disposition des conseillers en gestion de patrimoine qui voudraient creuser un petit peu plus ce que vous nous avez avancé aujourd'hui. Messieurs, je vous dis à bientôt. Pour résumer ce qu'on vient de dire, vous l'avez compris, diversification, flexibilité, attention 2022, tout le monde a l'air à peu près d'accord sur le fait qu'il va y avoir ou rupture ou en tout cas changement de tendance au cours de l'année. Voilà ce que moi j'ai retenu de la vision de nos trois spécialistes et je pense que ça nous amène à nous retrouver très souvent avec eux pour pouvoir suivre ce conseil.